Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis comme une enfant en fait aujourd'hui qui retourne sur les bancs d'école, mais le genre d'école qu'on aime. Merci Valérie Bugot de votre confiance et bienvenue. Comment ça va? Merci Emma, je vous remercie beaucoup vraiment de m'inviter. Je suis enchantée de faire quelques émissions en votre compagnie et que j'apprécie beaucoup. Oui, alors Je vais très bien. Valérie Bugot, adorable. Je lui ai dit, bon Valérie, il va falloir qu'on reprenne tout depuis le départ pour les personnes qui partent en courant dès qu'on parle d'économie, dès qu'on parle de droit. On parle même pas de droit anglo-saxon ou de continental parce que là, il n'y a plus personne et on sort tous la vodka parce qu'on n'en peut plus après 1 an et demi de crise. Et puis Valérie m'a dit, non, non, mais ça va aller. On va reprendre tout tranquillement. En tout cas, merci beaucoup pour votre patience. C'est une émission qui me tient à cœur et ça fait des mois et des mois qu'on pense à pouvoir enfin apporter cette pièce du puzzle parce que, je le rappelle, pour les personnes qui connaissent pas encore suffisamment Valérie Bugot, vous êtes docteur en droit, vous avez fait vos études à la Sorbonne. Vous avez été avocate fiscaliste et surtout, vous avez une spécificité, vous êtes la seule à aborder la géopolitique sous un angle juridique en parlant des réglementations économiques. Et ça, on adore parce que ça permet de donner du sens. Nous, on a besoin, vous savez, Valérie, de prendre beaucoup de recul avec les événements, de dézoomer et d'arrêter de se focaliser sur les marionnettes. Et nous, c'est ça qu'on aime dans votre approche. Et merci de relever le défi, de rendre digeste et surtout accro, parce que quand on commence à comprendre en fait tous ces phénomènes dont vous parlez, des fois avec des mots, on se dit mais comment il peut y avoir des mots pareils dans la langue française, c'est abominable. Eh bien, en fait, rien de grave, les amis. Vraiment, je vous remercie déjà, Valérie. On va tout de suite plonger dans le vif du sujet, puisque comme vous parlez, pour les personnes qui vous connaissent déjà, beaucoup de droit continental, de monnaie, de droit anglo-saxon, finalement de la vie dans la cité. Comment on a glissé de cette mission sublime de la monnaie au départ et comment on en est arrivé là, en fait, avec un monde qui, on a l'impression qu'on l'a retourné à l'envers et on ne sait plus quel est le sens des choses. On parlera aussi de vocabulaire parce que si on ne parle pas avec les mêmes mots, forcément, il y a eu beaucoup de subversion dans notre langue française magnifique. Alors, moi, je vous propose une chose, Valérie, pour ce premier épisode, c'est déjà de nous rappeler à quoi ça sert le droit dans la vie dans la cité. Parce qu'en 2021, on ne se pose peut-être plus cette question, mais au départ, à quoi ça sert le droit? C'est né comment? Comment ça se passait? Parce que bon, on sait qu'on était tous dans des grottes au départ, mais à quoi ça sert le droit au départ? Comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, le droit, ça permet d'élaborer des règles qui permettent de vivre en commun. C'est-à-dire que vous savez bien que chaque individu a ses intérêts privés, particuliers, a sa conception du monde relativement autonome par rapport à son voisin, en tout cas a des intérêts très autonomes par rapport à ceux de son voisin. Et d'avoir élaboré des règles, ça permet juste de trouver le plus petit dénominateur commun qui soit le plus petit dénominateur commun au groupe, sur lequel toutes les parties du groupe se mettent d'accord pour respecter cet intérêt commun au détriment éventuellement de leur intérêt individuel propre. Donc le droit, la loi, à l'origine, c'est ça, c'est juste de permettre la vie du groupe, de permettre le développement du groupe de façon harmonieuse, sans trop brimer tous les participants au groupe, mais de façon à générer quelque chose qui soit plus fort, plus important que le seul développement individuel qui a ses limites parce que l'individu est limité et que les apports du groupe sont d'un intérêt considérable pour finalement améliorer le bien-être individuel. C'est-à-dire que si on part que de l'individu et si on s'arrête à l'individu, on est limité dans notre développement par nos propres limites. Alors que si on considère le groupe, les limites sont déjà beaucoup plus larges. Vous voyez, c'est une façon en fait de générer
ce qu'on a appelé ensuite la civilisation, c'est-à-dire développer le groupe pour créer quelque chose de sublime, mais au sens où ça dépasse le strict intérêt individuel. Quelle était la place, justement de la morale dans le droit au départ pour régler cette vie en commun? Bah, la morale, enfin, ça se traduit par, ce que j'appelle le droit naturel, c'est-à-dire les règles, élémentaires qui permettent justement, de respecter l'autre en se respectant soi-même. Donc, la morale, elle est aux fondamentaux, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, les règles ont été développées dans le cadre, souvent des religions. Donc on voit bien que le caractère moral de la règle, bah, c'est inhérent en fait au développement, du droit et de la cité et du groupe. Il n'y a pas de vie en commun possible sans morale, parce que s'il n'y a pas de morale, ça veut dire qu'on fait prévaloir, enfin, on rend prééminent des intérêts privés qui peuvent être extrêmement toxiques pour autrui, sur la possibilité de survie du groupe individuel et du groupe. Donc la morale est aux fondamentaux et fondamentale dans la règle de droit, parce que c'est autour de la morale et des règles morales que la règle s'est développée. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y avait besoin de cette morale, c'est d'ailleurs que le groupe ne peut pas exister sans cette morale. C'est-à-dire que si vous ne cherchez pas l'équité, enfin, un minimum d'équité, si vous ne cherchez pas un minimum de justice, personne ne respectera la règle. Je veux dire, si la règle n'est pas juste, au final, elle n'est pas respectée et donc elle ne sert à rien. Alors, moi, j'ai une petite question, personnelle, là, c'est ma curiosité. Alors aujourd'hui, quand on fait une faute ou qu'on est pris, les doigts dans le pot de confiture, on a une amende, voire on va en prison. Hem, Quelles étaient les sanctions au départ, dans la vie, dans la cité? Enfin, quelqu'un qui respectait pas justement les règles? Il y a différents types de sanctions. Il y a des sanctions qui relèvent de la mise à l'écart du groupe et qui sont de nature, comment dirais-je, un peu vexatoire. Et puis il y a des sanctions qui sont plus de nature, ce que j'appelle, enfin, criminalisante, c'est-à-dire pénale, mais au sens délit ou crime, dans lequel ça peut aller jusqu'à la privation de liberté, voire à la mort. Ça dépend si le groupe a décidé. La sanction, elle est déterminée de façon autonome par le groupe en question. Donc, je ne me prononce pas sur, comment dirais-je, la validité ou la justesse de tel ou tel type de sanction. En revanche, la sanction, elle est indispensable pour créer un modèle qui montre à tous que si la règle telle qu'elle est décrite n'est pas respectée, eh bien à ce moment-là, tout le monde est sujet à subir la sanction en question. Et cette sanction n'est valable que dans la mesure où elle s'applique à tout le monde dans les mêmes conditions, parce que sinon la sanction n'est plus pertinente. C'est ça et effectivement, les amis, comme vous l'avez bien compris, l'idée c'était d'exposer, co le glissement en fait, hein, l'évolution ou le glissement ou le changement en tout cas de paradigme de tous ces concepts-là, donc la monnaie, le droit, l'économie forcément aussi et la politique à travers une table, un peu comme le Monopoly finalement où vous avez plein de cases et puis tant que vous ne connaissez pas les règles de chaque case, donc chaque case, une case par exemple, c'est la politique, la deuxième, c'est l'économie, et cetera. Eh bien, vous faites partie d'un jeu dans lequel vous connaissez absolument pas les règles, mais vous en faites partie quand même. Et une chose m'a frappée quand j'ai découvert, votre travail, c'est la façon dont vous parlez, d'une facette de notre réalité aujourd'hui, sur laquelle, on s'arrête jamais, c'est la mission de la monnaie là-dedans. Parce que tout est intimement lié et j'aimerais que vous nous rappeliez justement, parce que là on parle de fondamentaux aujourd'hui, au départ à quoi servent les choses? Eh bien, à quoi sert, Valérie, la monnaie au départ? La monnaie a justement été développée dans la même condition que les lois se sont développées pour gérer un groupe et en tout cas permettre la vie en commun, de lui permettre d'exister et de se développer. Et la monnaie, c'est exactement dans ce contexte-là qu'elle a été créée, puisqu'elle a été créée pour faciliter les échanges entre les uns et les autres, que ce soit des échanges de biens ou de services, de façon à, comment dirais-je, développer les capacités, y compris créatives, mais aussi d'interaction
entre les différents membres du groupe. Et la monnaie a été créée en tant que concept. En tant que concept, quand on dit concept, ça se traduit par des règles, et les règles, on pense tout de suite à la norme, mais il s'agissait en l'occurrence de normes comptables. Et c'est vrai que la monnaie a été d'abord et avant tout développée pour permettre le développement des échanges au sein du groupe. Et il est vrai qu'avec l'évolution tout au long du Moyen-Âge, et peut-être même déjà avant en fait, le concept, l'idée de concept de monnaie a été, comment dirais-je, c'est ce que je dis, j'appelle ça subverti, mais en réalité accaparé, capté par une caste particulière d'individus, c'est-à-dire ce que j'ai appelé les banquiers commerçants, parce qu'ils avaient une activité à la fois de banquiers et de commerçants, puisqu'ils faisaient le commerce de l'or, et par le biais de l'accaparement de l'or, il y a eu un glissement, et ça a d'abord été un glissement finalement conceptuel dans le cadre suivant, c'est-à-dire que l'idée abstraite de monnaie est devenue corrélée avec le moyen utilisé pour sa transmission, pour sa circulation. Et on a donc assisté à comment dirais-je, un glissement vers un concept matériel de la monnaie, alors qu'au départ, la monnaie était un concept abstrait, destiné simplement à identifier un bien ou un échange sur une même échelle d'unité de mesure, de façon à pouvoir comparer des choses qui n'étaient pas comparables, ce que le troc ne permet pas, par exemple. Et au fur et à mesure du temps, et en particulier, il y a eu plusieurs étapes qui ont permis ça, la monnaie est devenue un concept matériel, et donc, qui dit concept matériel dit possibilité d'accaparement par les gens qui le maîtrisent. Et en l'occurrence, tout ça s'est passé par le biais de la maîtrise des matières premières qui ont servi, comment dirais-je, de vecteur au concept monétaire. Et on pense en particulier à l'or, parce qu'il y a eu aussi la problématique avec l'argent, mais l'argent est un bien beaucoup moins rare, et donc les banquiers ont sans cesse tout fait pour faire dériver, pour assimiler en réalité la monnaie avec la matière première or, parce qu'elle était plus rare et plus facile à accaparer, donc plus facile à contrôler. Donc, pour finir cette première approche sur la monnaie, aujourd'hui, selon vous, est-ce qu'on est encore dans un instrument de mesure quand on parle de monnaie? On est dans un instrument de mesure, mais on est dans un instrument de mesure de type matérialiste, c'est-à-dire de type dans laquelle il est possible d'interagir pour l'accaparer, pour accaparer l'unité. Et donc, à partir du moment où l'unité a elle-même une valeur intrinsèque, il devient facile, si vous voulez, de travailler avec la monnaie comme avec une matière première. Et ça ne permet pas, ce type de conception ne permet plus de rendre le service à la collectivité, le service, comment dirais-je, indéterminé. Enfin, disons que le service, il est dans la mesure où il existe pour tout le monde de la même façon. Ce service-là, il disparaît pour être, comment dirais-je, orienté, capté vers une caste ou une autre, en fonction des intérêts de ceux qui contrôlent la monnaie. Donc, au lieu de rendre le service à tout le monde, eh bien, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le service monétaire a été rendu à ceux qui étaient les plus dociles, qu'on a de façon artificielle favorisé, ce qui a donné les grands groupes économiques que nous connaissons aujourd'hui, ce que j'appelle les constellations économiques, qui sont même plus des grandes entreprises, mais qui sont des véritables constellations œuvrant sur tous les territoires, et parfois contrôlées dans des conditions extrêmement, disons, dans des conditions capitalistiques extrêmement menues. C'est-à-dire, on n'est plus du tout dans un cadre de majorité capitalistique, mais en tout cas, pas de majorité absolue, mais de majorité relative, et très, très, très relative. On va revenir sur ces concepts en profondeur un petit peu plus tard. Et je voulais aussi vous demander, pour finir cette trilogie-là, il y a une chose aussi que vous évoquez souvent, c'est la politique, la séparation des pouvoirs. Alors, ça, c'est tout un chapitre.
Parce que nous, on a grandi avec l'idée que c'était génial, justement, cette séparation des pouvoirs. Mmh. Heu, Pourquoi, selon vous, eh bien, cette séparation, déjà, qu'est-ce que la séparation des pouvoirs? Et comment, justement, on nous a, heu, mis dans la tête, quelque chose qui ne serait pas si bénéfique que ça? Parce que c'est très lié à la responsabilité. Vous savez, Valérie, que, on aime bien parler de prendre ses responsabilités sur, nos canaux. Alors, j'aimerais vraiment que vous nous parliez de ça dans le premier épisode, parce que c'est très important de poser les bases dans cette table du jeu. Mmh. Alors, quand on parle de séparation des pouvoirs, on fait référence à la théorie, enfin à ce que Montesquieu a théorisé sous forme de séparation qui s'est traduit dans nos institutions par un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif qui se distingue du pouvoir exécutif et qui se distinguerait aussi du pouvoir judiciaire. Alors, il faut bien comprendre que Montesquieu a réalisé ses travaux avec l'idée sous-jacente de dire que ce qui compte le plus, c'est d'équilibrer les pouvoirs les uns avec les autres, de sorte à ne pas tout concentrer dans la même main. Or, il se trouve que justement, la traduction institutionnelle qui a été donnée à cette séparation des pouvoirs est l'exact inverse des fondamentaux sur lesquels partait la théorie. Pourquoi? Parce que ça s'est organisé dans le cadre du Parlement, enfin, disons, ça s'est associé avec les institutions d'origine britannique du parlementarisme représentatif. Et dans le cadre de l'association de ces deux éléments, eh bien, nous avons assisté de façon subreptice et tout à fait, comment dirais-je, anonyme, à une captation en réalité des trois pouvoirs par les instances qui finançaient les partis politiques. Et ces instances, qu'est-ce qu'elles sont? Ce sont des instances financières, bien entendu. Donc, si vous voulez, le fait déjà dans la séparation des pouvoirs, de mettre de côté le pouvoir monétaire, c'est-à-dire de ne pas parler du tout du pouvoir monétaire, c'est déjà très problématique en soi, parce que effectivement, si vous avez un pouvoir politique, mais qu'il n'a pas les moyens de financer ses ambitions, il est déjà, d'une certaine façon, et si on se place du point de vue strictement politique, très en deçà de pouvoir réaliser sa mission. Il n'a pas les moyens de réaliser sa mission. Donc, d'une certaine façon, il n'existe déjà plus. Mais le problème essentiel vient du fait que dans nos institutions, tout tourne, enfin en tout cas, tout a historiquement tourné autour du Parlement, ce qu'on appelle le Parlement actuellement, hein, pas le Parlement d'Ancien Régime, qui est un organe, qui est une organisation dont la seule mission est de faire des lois. Et il faut bien comprendre que le pouvoir exécutif arrive dans un second temps pour mettre en application ces lois. Et le pouvoir judiciaire, dans un troisième temps, pour sanctionner le fait que ces lois ne sont pas respectées. Alors déjà, vous comprenez que lorsqu'il y a des élections politiques pour élire, par exemple, pour élire les membres du pouvoir exécutif, et en tout cas le chef de l'État ou le chef du gouvernement, eh bien, on prend les personnes qui ont émergé du parti vainqueur aux élections législatives. Donc déjà, il y a un lien fonctionnel entre ceux qui gagnent les élections et qui prennent possession du pouvoir législatif et ceux ensuite qui vont se retrouver au pouvoir exécutif. Donc déjà, on voit que cette séparation-là est extrêmement fictive, extrêmement formelle et n'est pas corrélée par une réalité institutionnelle très claire. D'autre part, donc le troisième pouvoir identifié par Montesquieu, qui est le pouvoir judiciaire, que nous avons appelé aujourd'hui autorité tellement il était peu crédible en tant que pouvoir, en tant que pouvoir politique, on n'a pas pu faire autrement que de dire non, c'est pas un pouvoir, mais c'est une autorité. Et en effet, le pouvoir judiciaire, juridictionnel, est une partie intégrante du pouvoir exécutif, puisque que ce soit en France, en tout cas le siège ou le parquet, il relève de deux ministères qui constituent le gouvernement. Et qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir exécutif? C'est précisément le gouvernement. Donc il n'y a aucune indépendance réelle dans aucun de ces pouvoirs-là qui sont concentrés dans les partis vainqueurs aux élections législatives. Donc si vous voulez, c'est là où, quand on rentre un peu dans le détail, on se rend compte que de façon très fonctionnelle, la séparation des pouvoirs n'existe pas plus que n'existerait pas la prééminence du pouvoir financier, puisque c'est le pouvoir financier
qui permet aux partis politiques de tenir de se présenter aux élections, de faire beaucoup de, comment dirais-je, de show business, en tout cas de show, pour séduire les électeurs et remporter le cocotier. Donc on se rend bien compte que derrière toute cette organisation institutionnelle, il y a en réalité l'omniprésence du pouvoir financier qui ne dit jamais son nom, qui n'est jamais identifié, qui n'est jamais, comment dirais-je, nommé en tant que tel. Donc c'est là où on se rend compte également que par rapport au régime, à l'ancien régime, la séparation, la prétendue séparation qui était censée être un bienfait extraordinaire pour la civilisation, s'est résumée à faire disparaître en réalité les véritables contre-pouvoirs politiques qui existaient et qui n'existent plus dans le nouveau régime. Mais évidemment, tout ça s'est fait dans l'anonymat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais dit clairement que tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains de la finance ou des banquiers. C'est ça, Valérie. Merci de mettre le point là-dessus, parce que vous qui nous écoutez, bon appétit si vous nous écoutez avec un bon plat de pâtes. Vous savez, Valérie, j'adore les pâtes. Et puis maintenant que je suis avancée dans la grossesse, ça s'arrange pas. Hein. J'ai des pulsions comme ça. Mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent en mangeant. Alors bon appétit si c'est le cas. Et je suis sûre que vous passez un excellent moment. Et merci Valérie de nous rappeler ça. Vous parlez beaucoup d'anonymat et d'accaparement. Et peut-être que vous, les amis, vous dites, mais en fait, en quoi je suis concernée par toutes ces considérations, toutes ces sphères. De toute façon, on n'y comprend rien. Et puis, ça fait des années que ça dure, et puis ça changera jamais, et puis de toute façon, tout est corrompu, puis on le sait, mais on continue d'aller voter parce que, je rappelle, vous savez, Valérie, on a des personnes qui nous écoutent beaucoup en France, mais aussi les francophones du monde entier. Et en 2022, il y a les élections en France. Et je trouve ça passionnant de voir déjà toutes ces techniques finalement pour l'opinion publique. Alors, on va voir les faux débats, la diversion et tout le tralala. Enfin, tout ça, ce sont des mises en scène extraordinaires. Et en fait, m'est venue, Valérie, juste une image que je voulais partager avec vous et puis avec vous, les amis, évidemment. Vous savez, depuis le début de cette crise, ça fait 1 an et demi qu'on nomme des têtes de Turcs, qu'on se déchaîne sur les politiciens. Moi, j'appelle ça des marionnettes. Et en fait, je me suis dit, c'est un petit peu comme si on considérait que la France se limitait à la clôture de son jardin. Quand on tape sur la tête d'un politicien, par exemple, maintenant on va taper sur la tête de M. Macron parce que puis en plus il y a l'histoire de cette gifle très récente. Est-ce que c'est un fake? Est-ce que c'est pas un fake? Bon, ok. Pour moi, à la limite, j'ai envie de dire, c'est du bruit, tout ça, c'est de la diversion. Et puis, finalement, ce que vous allez nous apporter dans ces épisodes et cette aventure, c'est de sortir, d'ouvrir la clôture de son jardin et de se dire, en fait, la France ou le pays dans lequel on vit ne se limite pas à la clôture de son jardin, c'est-à-dire à la personne qu'on voit sur la scène, la marionnette, donc le politique. C'est lui qui est mis en scène. Et pendant qu'on met l'éclairage sur lui, donc ça peut être un coup la famille Le Pen, que vous adorez en France, fracassés parce que ce sont à la tête de tous les maux, où une fois c'est à gauche, une fois c'est à droite, mais au final, ce que vous nous dites, c'est non, mais quand on arrive à ces niveaux-là, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent et je ne suis pas sûre que nos amis savent exactement comment se passe une campagne présidentielle, qui finance. Et puis finalement, comment on se retrouve les mains ligotées dans le dos avec le drapeau d'un parti politique, mais au final, est-ce que ça change quelque chose? Comment on en est? Comment ça fonctionne? Juste, peut-être, est-ce qu'on peut en parler brièvement, Valérie? Vous seriez d'accord? Nous expliquer comment fonctionne? Mais qui c'est qui paye ces campagnes-là? Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait stratégique. Et ce que j'ai l'habitude de dire, c'est qu'en réalité, et c'est un paradoxe, plus il y a d'élections, et moins il y a de démocratie, parce que plus il y a d'élections, plus il y a de corruption. Et il faut bien comprendre qu'une campagne politique, ça coûte mais un argent fou, un argent vraiment incroyable. Alors, il est vrai que les partis sont partiellement subventionnés par de l'argent public, mais encore faut-il garder à l'esprit que cet argent public, il est canalisé par des gens qui vont affecter cet argent public à tel parti ou à tel autre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose dont on parle encore beaucoup moins,
c'est que en réalité, l'argent public est très, très insuffisant pour financer les multiples, incessantes campagnes électorales et les nombreux partis qui existent. Donc en réalité, je dirais, et j'évalue moi cette proportion peut-être à 60, voire peut-être davantage même pour certains partis. 60% des revenus sont des revenus qui viennent de réseaux occultes et en particulier qui transitent par les paradis fiscaux. Donc en réalité, les partis politiques, et c'est vrai surtout pour les très grands partis, mais aussi pour les petits, il y a des besoins de financement qui sont bien au-delà des financements publics possibles. Et sachant, comme je l'ai dit au début, que même les financements publics sont affectés quand même par les gens qui ont les rênes et donc qui ne sont pas tout à fait neutres politiquement. Donc la réalité, c'est que finalement, là encore, on est dans une opacité réelle qui n'est pas désignée, qui n'est pas nommément, expressément identifiée, et qui pourtant régit l'intégralité de la vie politique. Alors, à côté de ça, les partis, bien sûr, il y a des grandes tendances, etc., droite-gauche, mais à l'intérieur de ces partis, un parti politique, en réalité, c'est l'auberge espagnole. N'importe qui peut s'inscrire à un parti et y développer des idées personnelles ou de groupes autres, y développer des idées qui n'ont rien à voir avec celles qui sont développées par d'autres gens du parti. Donc, en réalité, celui qui dirige le parti, parce que c'est une organisation de type quand même vertical, pyramidal, ceux qui tiennent l'organisation du parti décident en fonction de l'affectation des ressources qu'ils ont, en tout cas en fonction de la source des revenus qu'ils ont pu collecter, décideront de mettre en avant tel ou tel intérêt, telle ou telle, comment dirais-je, tendance interne au parti. Et donc, en réalité, c'est une façon, le parti politique, de canaliser sous prétexte populaire, c'est une façon de canaliser de façon radicale les discussions, disons, tout ce qui se passe à l'intérieur de la population se réduit à mettre en avant l'intérêt de ceux qui ont financé le parti. C'est ça, en fait, pour qu'on comprenne de façon très pragmatique. Le problème du système n'est pas le problème du détail, en fait. Hein. Qu'on prenne un petit peu de hauteur. C'est pas un problème d'homme, c'est un problème vraiment systémique, effectivement. Imaginons, un groupe de 10 personnes veut fonder un parti politique maintenant, en France. Alors, ils viennent avec un magnifique projet. Et vous nous dites, ça coûte très cher une campagne. Alors déjà, pourquoi ça coûte très cher ? Si vous voulez avoir une certaine visibilité publique dans une campagne politique, il faut éditer des affiches, il faut avoir des participations dans les médias, il faut avoir des relais de discours dans toutes les villes de France. Enfin, c'est très, très demandeur en temps, c'est très demandeur en énergie personnelle, et en général, les gens qui ont une vie, disons, professionnelle à côté et familiale ne peuvent pas se permettre de toujours faire les choses gratuitement. Donc, si vous voulez avoir des affiches, il faut les payer. Si vous voulez avoir des colleurs d'affiches, il faut les payer. Si vous voulez avoir des gens qui distribuent des tracts sur les marchés, il faut les payer. Alors, évidemment, plus ou moins, certains partis trouvent des gens bénévoles. Mais si vous voulez, le bénévolat ne peut pas fonctionner du début à la fin pour toujours. Parce que les gens bénévoles, des fois sont disponibles et des fois ne le sont pas. Donc, il y a aussi une nécessité d'avoir des permanents. Et ces permanents, il faut les rémunérer. Et effectivement, donner l'accès à l'information, on l'a vu à quel point c'est capital ces derniers mois. Donc, effectivement, pour passer sur les chaînes, j'imagine qu'il faut aussi avoir des passe-droits en tant que parti politique. Disons, il faut avoir plusieurs choses. Il faut déjà avoir accès, en effet, aux médias en question. Alors, bon, aujourd'hui, les choses, étant donné le nombre de médias dits alternatifs, les choses peuvent paraître plus simples, ce qui n'est pas toujours la réalité. Mais il faut aussi avoir des gens qui sont là pour porter cette parole. Donc, il faut avoir comment dirais-je, des postulants. Et il est bien évident que ceux qui vont intervenir dans les médias demandent après à avoir des postures, disons, une position sur les listes de sorte qu'ils auront comment dirais-je,
une fonction statutaire si jamais les élections sont gagnées. Donc c'est toujours une question en fait de marchandage entre la participation aux partis politiques, comment dirais-je, le niveau de participation de chacun des représentants du parti à la vie économique et à la vie politique et à la vie sociale dans le parti, et la position qu'ils auront à la fois dans l'échelle, dans la hiérarchie du parti, et surtout dans la vie politique. Les postes qu'ils récupéreront, qu'ils ambitionnent de récupérer si jamais le parti faisait un bon score ou encore mieux gagner les élections. Donc on est toujours là dans le cadre de sortes de marchandage, de marchands de tapis qui sont quand même relativement éloignés de ce dont on pourrait rêver en matière d'organisation de la vie de la cité. Maintenant, il y a des choses qui sont plus ou moins graves. C'est pas le problème essentiel réside surtout dans le fait que la captation des intérêts populaires passe par le canot des partis, et ce canot ne les relaie que dans la mesure où ceux qui financent les partis sont d'accord. Alors, prenons des exemples très concrets, parce que là, ce que vous nous dites, en d'autres mots, c'est que gauche-droite, finalement, ça change pas grand-chose. Un petit peu de couleurs différentes, mais bon, au final, derrière, ce sont les mêmes. Disons qu'aujourd'hui, c'est l'image qu'on peut en avoir. Ça n'a pas toujours été le cas, mais ce qu'il faut quand même comprendre, in fine, dans cette organisation, c'est qu'en effet, ceux qui financent les partis ne sont pas forcément organisés sous la forme droite-gauche. Ils sont organisés selon leur intérêt de créancier, en fait. Et cet intérêt de créancier est au-delà d'une distinction sociétale, ou même économique, parce que en général, ils se sont arrogés, justement par cette organisation politique, ils s'arrogent la possibilité de régir, de donner les règles du jeu économique. Et donc, leur intérêt est bien, enfin, si vous voulez, surnage. Il est au-dessus des intérêts catégoriels des partis. Maintenant, leur intérêt peut être justement de créer une dichotomie entre droite-gauche, de façon à garder toujours les rênes du pouvoir. On appelle ça l'opposition contrôlée. Et cette opposition contrôlée, elle est plus ou moins forte, plus ou moins visible, plus ou moins radicale en fonction des époques. Il est bien évident que du temps de la guerre froide, vous aviez deux blocs qui s'affrontaient avec des idéologies sociales opposées. Eh bien, il y avait quelque part un contre-pouvoir qui faisait que les créanciers n'avaient pas l'entier contrôle, qu'ils étaient obligés de donner des gages d'un côté ou de l'autre. Maintenant que ce contre-pouvoir externe au pays, hein, là on est bien dans une distinction qui n'a rien à voir avec nos institutions propres, une distinction qui s'imposait au niveau mondial. Une fois que disons que cette double hélice, ce contre-pouvoir d'un bloc contre l'autre a disparu, que tout s'est réuni dans les mains du bloc qui avait gagné, c'est-à-dire en l'occurrence le bloc de l'Ouest qu'on a appelé capitaliste pour ne pas dire ultra-capitaliste, eh bien, si vous voulez, là, les choses, la bascule, cette bascule internationale a eu des répercussions sur notre propre système politique interne, dans la mesure où ce sont les mêmes qui ont récupéré la capacité à financer tous les côtés. Donc, si vous voulez, c'est aujourd'hui que la distinction, finalement, de type sociétal entre droite et gauche a perdu une très grande partie de sa valeur de politique, c'est-à-dire qu'elle n'est plus corrélée par un contre-pouvoir effectif. Oui, c'est ça. Et puis, bon, évidemment, on se demande quel a été le point, en fait, de bascule. Je pense que c'est effectivement, bon, ça c'est mon avis personnel, un glissement progressif qui fait que ça arrange finalement peut-être bien ces personnes anonymes, ces créanciers dont vous parlez, que les populations ne croient plus en leurs institutions ni en leur gouvernement, parce qu'on a quand même cette tendance qu'on sent arriver avec ce gouvernement mondial où on a tout intérêt à détester le gouvernement de son pays, à mettre des incompétents
Alors ça me fait toujours bien sourire quand on parle d'incompétence. Donc à la tête, des pays et puis de changer de marionnette comme ça. Vous nous parlez, Valérie Bugeaud, puisque comme vous l'avez compris les amis, dans ce premier épisode, on va brosser les concepts, qui vont être évoqués plus en profondeur et vous en avez déjà évoqué plein Valérie, dans cette première capsule, de subversion par rapport à ce qu'on considère comme la propriété. Comme vous le savez, ça c'est un sujet, je crois, qui est vraiment au cœur des envies des gens de comprendre, en fait, hein, avec ce Great Reset donc, qui a tellement fait couler d'encre. La propriété, je crois que c'est vraiment un mot qui est revenu tellement, tellement, tellement. L'accès à la propriété. Et je fais une petite parenthèse sur cet agenda 2050 en Espagne. Valérie, je ne sais pas si vous l'avez croisé. Bon, je sais que vous avez été très pris ces dernières semaines. Ils ont communiqué cet agenda 2050. Et dans les certains points, il y avait effectivement plus de propriété privée, hein, les familles qui se réunissent à plusieurs dans des appartements. Je ne sais plus le nombre de mètres carrés par personne, mais tout ça amené parce qu'effectivement, vous voyez Valérie, il faut protéger la terre et attention au climat. Alors, c'est vrai que je lance comme ça des choses, au vol aujourd'hui, mais vous verrez les amis que tout est lié. Valérie, je sais que vous allez vraiment nous aider à recoller tout ça et comprendre en fait, en quoi les discours servent ces personnes, anonymes. Alors quand vous parlez de subversion, sur le concept de propriété, ça nous permettrait peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Valérie, de nous faire la différence entre le droit continental et le droit anglo-saxon. En quoi on peut parler de ces deux droits différents, cette façon différente d'appréhender le concept de propriété dans la mentalité des les cultures? Alors, il y a plusieurs choses qui s'entremêlent. Si vous me permettez de présenter les choses comme ça, je vais repositionner le débat un tout petit peu différemment. Pour commencer par dire que les attaques successives contre la propriété privée ne datent pas d'hier et elles ne sont pas limitées à l'Espagne. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a connu en France des atteintes, et ça je le décris dans tous mes travaux, je n'ai pas cessé de le dénoncer, des atteintes de plus en plus violentes contre la propriété privée. Alors évidemment, le point d'apothéose de ces attaques, ça sera la disparition en effet de la propriété privée, comme le préconise d'ailleurs l'idéologie davosienne du Great Reset. Mais c'est pas, si vous voulez, c'est un aboutissement, c'est l'aboutissement d'un cheminement. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme un cheveu sur la soupe du jour au lendemain. C'est pas nouveau, c'est pas Non, nouveau. c'est pas nouveau. La tendance est une tendance de très long terme et elle a pour aboutissement effectivement la disparition radicale de la propriété privée. Alors maintenant, faire le lien entre on peut pas, comment dirais-je, réduire le débat à différence entre droit continental et droit anglo-saxon, pour la bonne raison que l'essentiel de la distinction entre droit anglo-saxon et droit continental, si on veut le résumer de façon la plus petite possible, de façon la plus grossière possible, c'est pas autour de la propriété que ça tourne, mais autour de l'accaparement. Évidemment, qui dit accaparement dit propriété, parce qu'il y a pas, s'il y a pas de propriété, il n'y a pas d'accaparement possible, on est bien d'accord. Néanmoins, le droit anglo-saxon a évolué de telle sorte qu'il a évolué vers un impérialisme, un droit de type impérialiste, et effectivement avec des fils qui le relient à l'Empire romain. On est bien d'accord. Le droit continental est aussi relié au droit, à Rome, mais par des fils qui se sont distendus et par un chemin qui n'a pas du tout été le même et ni forcément de départ, parce que les liens entre le droit continental et le droit romain, c'est plutôt des liens de type qualification et qui se sont éloignés du concept impérial par toutes les évolutions du Moyen-Âge qui ont eu lieu bien souvent, comment dirais-je, à l'initiative de la religion catholique, mais de la religion catholique pas concentrée uniquement dans les mains de Rome, mais étendue aux ordres monastiques et à tous les grands légistes qui ont pu
se développer et développer des théories extrêmement élaborées qui concernaient le rapport entre l'individu, entre le groupe, le rapport au pouvoir, etc. Donc ça, c'est si vous voulez, c'est le terreau, c'est les fondamentaux qui ont fait que le droit anglo-saxon d'origine britannique a des racines radicalement différentes du droit continental. Historiquement, ils ont un temps évolué de la même façon et ça a basculé en Grande-Bretagne en fonction de 2 éléments majeurs. Le premier, ça a été la rupture du lien du pouvoir temporel britannique avec l'Église catholique romaine. Donc, le roi d'Angleterre a élaboré sa propre église et en est devenu le maître, puisque c'est lui qui nommait l'archevêque de Canterbury, qui était le chef de l'église anglicane. Donc, si vous voulez, là, déjà, premier contre-pouvoir qui disparaît. Ensuite, mais c'était pour des raisons tout à fait personnelles et les effets concrets ne se sont sans doute pas fait valoir en 1531, l'année où ça s'est produit. Ensuite, vous avez les velléités de développement impérialiste, là vraiment de ce qui est devenu l'Empire britannique, avec Olivier Cromwell, donc quelques petites centaines d'années un peu plus tard, et qui là a créé cette velléité de développement qui a créé, disons, à l'initiative du pouvoir temporel britannique, un lien indéfectible entre financier et entre la finance et le politique, puisque la volonté impérialiste a été assise sur comment dirais-je, sur la capacité des financiers, des banquiers. Donc en réalité, on a assisté lentement à un glissement entre pouvoir temporel qui était à l'origine de nature politique vers un pouvoir temporel qui s'est transformé en pouvoir de nature financière, puisque vous savez que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc ça a été, si vous voulez, la trame sur laquelle toutes ces évolutions le chemin suivi par les évolutions d'un côté et de l'autre, finalement, de la Manche. Au départ, on parle pas d'empire américain. L'Empire américain n'a été qu'une émanation de l'Empire britannique qui a eu une répercussion mondiale, évidemment, parce que le territoire américain était beaucoup plus important que le territoire britannique et que ça a permis le développement d'une armée tout à fait considérable. Ça a permis le développement d'institutions internationales dédiées, en fait, sous couvert c'est toujours pareil parce que, si vous voulez, il est très important de comprendre qu'en réalité, tout cet empire financier s'est développé sous couvert de bienséance, en fait, d'anonymat et de contrôle de l'information. Donc, vous n'attirez pas les mouches avec du vinaigre. Donc, il a toujours fallu mettre en avant des concepts tels que le concept de démocratie, dont on a parlé tout à l'heure en matière d'institution, le concept de liberté individuelle, le concept vous voyez, de développement économique, etc. Et en réalité, derrière tout ça, vous aviez quand même un pouvoir politique hégémonique, et ce pouvoir politique était en réalité un pouvoir financier. Valérie, vous parlez beaucoup de perversion du système. Est-ce que vous pourriez nous en dire... Est-ce qu'on va s'en sortir? On arrive bientôt sur la fin de ce premier épisode. J'ai pas envie que tout le monde ait envie de se finir la bouteille de vodka ce soir ou aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ce système pervers, on peut voir la lumière au bout du tunnel? Je sais qu'on va revenir sur ces concepts-là parce que je sais que vous avez des propositions à faire. Je vous vois quand même sourire. Oui, en fait, j'ai envie de vous répondre, Emma, et de répondre à tous vos auditeurs qu'il y a peut-être aujourd'hui plus de raisons d'espérer qu'il n'y en a jamais eu. Premièrement, les malversations et les subversions conceptuelles utilisées sont à nouveau débattues, ce qui n'était pas arrivé depuis peut-être 200 ou 250 ans. Donc, c'est déjà un pas phénoménal en avant. Et puis, d'autre part, on a assisté récemment à l'émergence d'un contre-pouvoir à cet empire
financier dominant, qui est fondé au départ sur la domination des mers, ensuite sur la domination des flux financiers, et maintenant il y a une velléité disons que cette domination se transfère dans l'atmosphère, si je puis dire, en tout cas l'espace, puisque maintenant on parle de contrôle des flux d'informations, et ça passe par justement la guerre de l'espace, c'est-à-dire le contrôle des satellites et des informations qui circulent par le biais des satellites. Donc vous voyez que alors que cette domination, avant que nous parlions de satellites et d'espace, était de nature tout à fait hégémonique, elle est aujourd'hui en train d'être contestée par un autre pouvoir qui a commencé à émerger, et qui est un pouvoir non pas de contrôle maritime, mais de contrôle des voies terrestres. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est évidemment ce dont on ne parle jamais, et c'est la raison essentielle pour laquelle la Chine est montrée par tous identifiée par tous les médias, y compris les médias alternatifs, comme le grand méchant loup, l'épouvantail à éviter à tout prix. Parce que la Chine est en train d'émerger en tant que puissance concurrente de l'empire financier dominant. Et ça, effectivement, c'est une nouveauté presque improbable, et qui est source qui est source d'espoir. Pourquoi ? Parce que peu importe la qualité des pouvoirs qui émergent, ce qui est le plus important pour la liberté réelle, c'est le fait qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et à partir du moment où vous avez des contre-pouvoirs, la société et la civilisation peut se développer, parce qu'il y a des espaces de liberté qui se créent. Merci en tout cas de parler de la Chine. Vous savez, Valérie, on a énormément de demandes, de personnes qui nous disent, bon, est-ce qu'on peut parler un petit peu de la Chine ? Et ça fait partie des joyeusetés prévues, puisque vous avez vraiment cette casquette géopolitique, les réglementations économiques, tout est lié. C'est vrai que c'est ce qu'on aime chez nous, c'est l'art du discernement, de prendre toujours assez de recul pour voir justement, pas être trop focus sur un concept trop économique ou trop juridique. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie ? Mais je suis tout à fait d'accord, parce que c'est la seule façon de pouvoir concevoir un peu la réalité, c'est-à-dire approcher en tout cas la réalité. C'est-à-dire que c'est prendre du recul est le seul moyen de comprendre les véritables enjeux de pouvoir. Et ces enjeux de pouvoir passent par des confrontations économiques, mais aussi et surtout par des confrontations juridiques. Et en effet, d'avoir plusieurs cordes à son arc, si je puis dire, c'est-à-dire avoir plusieurs angles d'approche, permet de mieux comprendre les enjeux politiques réels qui sont en jeu, enfin les parties qui se font face. Et il y a une incompréhension quasi générale des enjeux qui concernent la Chine dans nos pays. Ça, c'est une évidence. De la même façon que l'OCS et des pays comme la Russie ou comme l'Iran sont des pays qui ne sont pas du tout compris. Enfin, les enjeux de ces pays-là ne sont pas du tout compris par les gens qui vivent à l'Ouest, et qui sont en l'occurrence effectivement bien à l'Ouest. On parlera aussi dans les prochains épisodes aussi des banques centrales, de comment on crée cette monnaie, parce que ça, c'est quand même aussi le cœur du problème aussi à comprendre, ces règles du jeu, parce que finalement, on ne sait pas trop quand on s'y intéresse pas. Et puis, certaines fois, dès qu'on entend le mot création monétaire, on part en courant parce qu'on se dit, oui, bon, je suis pas concernée. Ben si, les amis, vous êtes concernés aussi. Vous avez entendu beaucoup parler de crypto-monnaie, de Bitcoin, toutes ces choses-là que Valérie, vous allez peut-être remettre un petit peu les pendules à l'heure par rapport à cet accaparement aussi dont vous nous parlez beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de flou autour des crypto-monnaies, et cette grande fascination aujourd'hui technologique, c'est cette tendance-là à dire c'est forcément super puisqu'il y a la blockchain, puisque ceci, cela, et vous nous direz que c'est peut-être pas si extraordinaire que ça. Et puis évidemment, comprendre comment tout ça s'est passé, parce que vraiment il y a une vraie envie de la part de nos auditeurs finalement de replacer
dans l'histoire, ces changements, de paradigme et comment la vie dans la cité a tellement évolué au nom de ces intérêts, économiques, anonymes. Vous parliez tout à l'heure d'ailleurs de paradis fiscaux. Vous allez nous expliquer aussi, dans d'autres épisodes, ce qu'est un paradis fiscal, parce que tout le monde en a entendu parler. D'ailleurs, en France, vous aviez eu il y a quelques années aussi une belle histoire, de ce qu'est, finalement tout ce bruit politique avec, justement, moi j'appelle ça la parade, la grande parade Disney, hein, vous savez, pendant que tout le monde regarde et ben derrière on fait ce qu'on veut et c'est passionnant. En tout cas, merci beaucoup pour, ce premier épisode, Valérie. Je rappelle que vous êtes en train d'écrire votre 5e livre. Est-ce que c'est juste? Oui, j'ai à peine commencé, mais je compte bien l'écrire, oui. En Mais tout en fait, cas, oui. ce livre sera plutôt tourné autour de solutions que des problématiques que j'ai déjà élaborées de façon détaillée et redondante à plein d'égards dans mes livres, dans mes articles, dans mes vidéos. Je pense maintenant me concentrer plutôt sur les solutions et sur des solutions qu'il est possible et aisé de mettre en œuvre assez rapidement. Oui, c'est ça et gagner du temps finalement en nous faisant profiter de votre expérience et de votre analyse, qui justement est pluridisciplinaire, qui permettra peut-être, d'éviter de tomber dans les pièges, qui peuvent sembler, les solutions, «Yaka faucon» comme on dit toujours, hein, mais en fait, c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission parce que, un nouveau monde, émerge plus fort que jamais et de connaître justement les pièges et les règles du jeu actuels, permettront de faire gagner du temps à ceux qui sont maintenant pleins de belles, et de bonne volonté avec, ce que j'aime beaucoup, cette philosophie de vie basée sur des valeurs. Je pense que c'est d'ailleurs ce que vous avez aimé dans vos études de droit à la Sorbonne, hein, on dit souvent la vocation, de faire des études en droit au départ, pour protéger des injustices. Moi, j'ai toujours entendu ça de personnes qui étaient passionnées de droit. Oui, enfin, ça a un peu évolué, hein. Mais en effet, fut un temps, c'était les enjeux se situaient au niveau oui, c'est ça, de la justice, de la recherche de justice, d'équité. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des enjeux qui sont devenus de nature financière, hein. Comme partout. Oui, en tout cas, les amis, retrouvez les écrits et tous les lieux. Vous pouvez retrouver plus en profondeur tout le travail de Valérie Bugaud dans le descriptif de cette vidéo. Valérie, merci beaucoup pour cette première épisode. Est-ce qu'il y a encore, selon vous, quelque chose à rajouter pour ce premier step sur cette table du jeu? Disons que j'ai eu plusieurs idées en vous écoutant, mais les choses se sont, comment dirais-je, succédé de façon tellement rapide que j'ai perdu un peu le fil. Donc, je pense qu'on va garder la suite pour les épisodes prochains. Bien, écoutez les amis, comme d'habitude, pensez à partager cette vidéo et à la commenter, peu importe où vous la voyez, puisque vous savez qu'on est sur plein de réseaux différents. Et puis, vous pouvez aussi écouter cette émission en podcast, télécharger les fichiers vidéo, les reposter. Ces contenus vous appartiennent, évidemment, faites-les circuler. Et on vous dit à très vite pour l'épisode numéro 2 avec Valérie Bugaud sur les règles du jeu. Merci Valérie pour votre présence. Merci beaucoup Emma pour m'avoir invitée. À bientôt les amis.